Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant qui s'agit des enfants ayant des troubles de l'attention ou diagnostiqués TDAH. Alors, TDAH, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il se peut que vous ayez des parents qui viennent vous voir avec ce type d'enfant, avec ce type aussi surtout de déclaration. Vous verrez que ce n'est pas innocent. Et donc, est-ce qu'un enfant, quand vous le recevez, quand vous avez ce type de diagnostic des parents ou type d'affirmation, il s'agit plus d'affirmation des parents, est-ce qu'un enfant donc de ce type peut être accompagné? C'est la grande question. Donc, bien entendu, comme toujours, pour répondre à cette question très importante, je vais me baser sur l'expérience du collectif. Donc l'expérience du collectif, les collectifs, c'est donc les personnes, les coachs qui donc suivent le programme et qui, j'insiste bien dessus, suivent des vrais enfants et avec des vrais parents qui payent vraiment 1 000 €. Donc je referme la parenthèse, donc ça fait quand même pas mal d'expérience. C'est à peu près bien 1 millier. Alors certains m'ont dit en message, oui, mais bon, c'est quand même pareil assez irréaliste d'avoir 1 000 accompagnements. Tout simplement, faites le calcul. Dans le collectif, il y a à peu près 70 personnes. En moyenne, il y a une 10 accompagnements par an, ce qui fait pas beaucoup, ça fait simplement en moyenne, je dis bien une moyenne. Certains font plus, certains font moins. Évidemment, quand ils rentrent dans le programme, voilà, certains mettent un peu de temps à bâtir leur réseau et avoir les premiers enfants. Mais en moyenne, c'est à peu près 10 enfants, 70 personnes. Donc vous faites le calcul, ça fait 700 accompagnements par an. Donc en moyenne, depuis 3 ans que le programme existe, ça fait à peu près 1 millier, voire même un peu plus. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, je me baserai essentiellement sur cette expérience-là pour voir tout simplement ce que nous, on constate. Avant de continuer sur le sujet, je vous rappelle que vous avez la formation, votre formation gratuite sur comment développer son activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Je parle ici d'expérience. Là aussi, je le rappelle, lorsque vous sortez d'une école de coaching, vous avez 0 expérience. Donc, vous êtes tout à fait novice. Je ferme la parenthèse. Je m'attarde pas plus, et on va directement sur notre sujet. Alors, qu'est-ce qu'un TDAH? Donc, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il y a à peu près entre 5, alors c'est une évaluation bien entendu, mais il y a entre 5 et 7% de la population atteinte par cette maladie. Le TDAH est considéré comme une maladie. Donc 5-7% de la population. Donc vous voyez que c'est pas énorme. Donc, alors vous pouvez constater évidemment que vous recevez beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage, mais attention, des troubles de l'attention, pardon, mais attention, il s'agit d'un biais. Évidemment, vous proposez d'aider les enfants avec des problèmes d'apprentissage, donc tous les enfants avec des troubles de l'attention, les parents viendront vous voir. Donc vous avez un biais qui est non représentatif de la population. Attention, moi j'ai vu certains psychologues déclarer qu'ils voyaient beaucoup d'enfants ayant de troubles de l'attention, donc avaient déclaré que le nombre d'enfants ayant de troubles d'attention est très important en France. C'est faux, bien entendu, à cause de ce biais justement. Donc c'est 5 à 7% de l'attention, donc c'est un problème de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et les vrais TDAH, donc il y a les vrais et les faux. Les faux, c'est simplement il y a un problème d'attention qui est autre. Le vrai TDAH, c'est un problème médical. J'y reviendrai. Donc, un enfant avec un TDAH est très épuisant et souvent un parent doit s'y concentrer à temps plein. Donc, si vous avez des parents qui travaillent tous les deux et que prétendent que l'enfant est TDAH, je pense qu'il y a un problème de diagnostic. Il y a un trouble de l'attention, il y a un problème de l'attention, mais pas un TDAH. Les parents vont un peu vite en besogne. D'ailleurs, là-dessus, j'avais fait une émission avec Isabelle Roskam, qui est spécialiste du TDAH, qui est une docteure en psychologie. C'est très intéressant. Donc, j'avais fait cette émission sur Sud Radio
en 2015 et il y avait donc des parents qui téléphonaient avec un standard et donc je répondais, on répondait parce que j'étais avec Isabelle à ces questions et donc je peux vous garantir que ces parents étaient vraiment désœuvrés pour gérer leur enfant parce que justement comment on fait, est-ce que je dois mettre une croix sur ma carrière et rester à la maison? Voilà, je referme la parenthèse là-dessus. Il n'y a pas de test pour diagnostiquer le TDAH. Donc ça, c'est une déclaration du docteur Zilpan Sheikh, alors pardonnez-moi la prononciation, mais qui est une spécialiste de cette maladie du TDAH. Donc on va voir un peu sa déclaration dans un journal médical. Voilà ce journal médical, hein, et donc elle déclare que il n'existe pas de test simple pour diagnostiquer le TDAH. Votre médecin ou un spécialiste établira un diagnostic en fonction d'un examen physique, des antécédents médicaux et des symptômes de votre enfant. Donc, le problème du TDAH n'est pas simplement un problème de l'attention ou d'un problème psychologique. C'est aussi avant tout un problème médical. Donc, attention à ces psychologues qui, tout de suite, un petit peu, vont vite en besogne en diagnostiquant un TDAH chez un enfant. Ils ne sont pas forcément équipés. Et vous voyez, il n'existe pas de test simple. Donc, attention encore si on vous dit « Ah, mais il a fait un test du TDAH », ça n'existe pas. Donc, le diagnostic du TDAH se fait avant tout avec un examen médical. Alors, les causes ne sont pas entièrement mentales, hein, donc il y a d'autres causes. C'est assez multifactoriel, c'est pour le moment assez flou et on n'arrive pas à déterminer avec exactitude pourquoi un enfant a un TDAH. Et un enfant avec un TDAH le restera le plus souvent à l'âge adulte. Et vous avez des personnalités célèbres qui sont atteints d'un TDAH, qui sont diagnostiqués TDAH, et qui le sont vraiment. C'est Michael Phelps, je ne sais pas si vous connaissez, si je pense que vous connaissez, c'est le célèbre nageur multimédaillé, je crois que même il est considéré comme le meilleur nageur de tous les temps, avec je crois une dizaine de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et évidemment, si vous avez regardé les Jeux Olympiques de Paris 2024, Simone Biles, qui a fait sensation aussi, qui est multi-médaillée en gymnastique et qui est considérée comme l'une des meilleures gymnastes de sa génération. Donc d'ailleurs, vous voyez, c'est assez intéressant, c'est que ces personnalités, quand même, quand vous êtes sportif du haut niveau, quand vous faites des Jeux Olympiques, vous avez intérêt de vous concentrer. Hein, donc vous devez avoir une capacité d'attention assez poussée quand vous vous entraînez. Donc vous voyez que le TDAH ne veut pas dire automatiquement il est impossible de se concentrer. Et ces deux exemples-là vous indiquent que c'est faux. Alors, ce que l'on peut constater, nous, dans le collectif, avec plus de 1000 accompagnements, donc un bon millier, alors déjà, je me déplace, on constate à peu près un enfant sur 3 est déclaré avec un trouble de l'attention par les parents. Alors là aussi, c'est un taux qui est relativement normal, vu que le coaching scolaire, on s'occupe des problèmes d'apprentissage. Évidemment, les parents qui ont des enfants avec un trouble de l'attention viendront vous voir. Hein, donc, vous attirez ces types de parents-là. Et donc, il est, comment dirais-je, faux de dire « Ah ben en France, un enfant sur 3 a des problèmes d'attention ». C'est faux, hein, comme je vous le disais. Ce psychologue-là, je ne sais plus sur quelle radio, déclarait voilà, sans problème, ah oui, un enfant sur 3 ou un enfant sur 2, parce que c'est ce qu'il voyait, lui. Mais il y a un biais cognitif très important. Et donc, ce qu'on en peut en déduire, c'est que tous les enfants, je dis bien tous les enfants qui ont été suivis, tiennent une séance de 40 minutes d'accompagnement sans problème. Il se peut, on a eu quelques cas d'enfants où le coach a arrêté l'accompagnement au bout de 30 minutes, voire même de 20 minutes, uniquement parce que l'enfant était physiquement fatigué. Je pense à un enfant qui faisait beaucoup de sport, ses parents habitaient loin, donc il se couchait tard, il avait très peu de sommeil, et lorsqu'il arrivait en séance, il était complètement claqué. Voilà, tout simplement. Mais autrement, tous ces enfants ayant déclaré trouble de l'apprentissage, trouble de l'attention, pardon, il n'y avait pas de problème de faire une séance de 40 minutes, voire même beaucoup plus. Et d'ailleurs, comment dirais-je, on a plusieurs exemples. Par exemple, là, je vois un exemple
très récent d'un collégien de 13 ans. Donc les parents arrivent, voient la coach en disant notre enfant a été diagnostiqué par un neuropsychologue. Alors, c'est le mot neuropsychologue. Oui, c'est un biais d'autorité. Voilà, ça fait bien. A été diagnostiqué TDAH par le neuropsychologue. Bon, l'enfant a pu faire, vous voyez, peut-être si vous me suivez, vous le savez, donc à la fin de l'accompagnement, pour démontrer aux parents qu'on a levé tous les blocages d'apprentissage et que l'enfant peut apprendre n'importe quoi, ben, ce qu'on fait, on fait une expérience donc de fin d'accompagnement. C'est une expérience où les parents prennent une feuille vierge, hein, comme ici, là, voilà. Ils écrivent 40 mots, ils établissent une liste de 40 mots à l'abri du regard de leur enfant, et puis ils font venir leur enfant et ils disent, ben voilà, mon chéri, on va te lire une liste de 40 mots, et puis tu vas l'écouter, tu vas essayer de les retenir, et ensuite tu vas nous les réciter à l'ordre, dans le désordre et dans n'importe quel ordre. Et tous les enfants y arrivent très simplement, hein, très facilement, donc il n'y a pas de problème. Et ici, spécifiquement pour cet enfant, ce collégien de 13 ans, c'était pas 40 mots, c'était 60. Voyez, parce qu'en fait, il arrivait, parce qu'il avait quand même, en termes d'accompagnement, il était très impliqué, c'était vraiment un régal. Et donc, j'ai demandé à la coach, mais écoute, tu pousses un peu comme il est soi-disant TDAH, eh bien, tu pousses le bouchon jusqu'à 60 mots pour démontrer aux parents, finalement, qu'il a plus de blocage d'apprentissage. Vous voyez. Et donc, les parents ont été assez bluffés, je vous le garantis, d'autant que eux avaient la certitude que leur enfant était TDAH, qu'il ne pouvait pas se concentrer plus de 5 minutes. Alors que là, il a tenu, dans cette expérience, il s'est amusé comme un fou, il a tenu plus d'1 heure avec ses parents. Et donc, la dissonance cognitive. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'accompagnement, on arrive à résoudre des problèmes de TDAH. Non, c'est que ici, dans ce cas précis, comme dans tous les cas, le diagnostic des parents, et surtout du neuropsychologue, était un petit peu rapide. L'enfant avait certes des troubles de l'attention, mais certainement pas un TDAH. On a un deuxième exemple d'un enfant de primaire. Alors lui, il avait besoin de bouger et de marcher. Donc on verra tout à l'heure, j'insiste sur ce cas-là. Il avait besoin de bouger et de marcher. Tout simplement, la coach a dit, écoute, si tu as besoin de bouger, de marcher. Donc il faisait son accompagnement, il était debout, et puis il faisait des va-et-vient. Et puis des fois, il faisait des cercles. C'est pas un problème. Ça fonctionnait très bien, et il a réussi aussi son expérience devant ses parents haut la main. Je vous engage aussi à voir l'interview de Corinne et de Meryl. Donc, les interviews qui sont ici. Alors voilà, vous avez Meryl et vous avez Corinne. Donc, ce sont deux interviews très intéressantes qui peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Donc, elles pratiquent, hein. Donc, écoutez-les. Donc, c'est un complément aussi à ce que je vous dis. Alors, les causes racines possibles, hein, je parle de causes racines possibles à ces problèmes d'attention, pas forcément de TDAH, mais de problèmes d'attention. La première cause possible, c'est l'hyperparentalité. Ça entraîne une fatigue de l'enfant, donc comme je vous l'avais expliqué dans ce cas, on avait vu où l'enfant ne pouvait pas tenir une séance de coaching de plus de 20 minutes, mais très souvent, les parents sursollicitent leur enfant dans des activités extrascolaires, donc sportives. L'enfant est fatigué, il dort peu, et à un moment, la fatigue de l'enfant fait que, au niveau cognitif, l'enfant n'arrive pas à se concentrer et avec un déficit de l'attention. Et on attribue à tort, évidemment, dire aux parents que c'est leur mode de gestion des activités sportives de leur enfant qui est la cause du problème de leur enfant, et c'est difficile à l'entendre. Mais c'est pourtant la réalité. Vous avez aussi un décrochage scolaire parce que l'enfant est d'un profil de type kinesthésique. Alors attention, hein, là-dessus, le type kinesthésique, dans le modèle des 7 profils d'apprentissage, parce que sur Internet, vous avez ce mot, c'est un mot générique, hein, qui est utilisé à tort et à travers, mais là, je l'utilise uniquement dans le cadre des 7 profils d'apprentissage. Ce qui se passe, alors, c'est pas un profil qui a un problème, c'est un profil qui a une façon d'apprendre qui est particulière, hein, qui a besoin de temps, qui a besoin de ressentir de l'information, qui a besoin de donner du sens à l'information. Et donc, s'adapter dans un système classique, c'est relativement difficile, d'autant plus quand on ne connaît pas son mode de fonctionnement. Donc, ce qui se passe, c'est que l'enfant ne comprend rien en cours, il a tendance à décrocher et il a tendance à s'ennuyer.
Donc, c'est relativement difficile pour lui d'avoir une attention. Et là, à tort, les parents croient que leur enfant a un problème d'attention. Donc, l'enfant n'a pas un problème d'attention, l'enfant a un problème de compréhension et de connaissance de son profil. Ensuite, vous avez les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que l'enfant est diagnostiqué comme cet enfant ici, là, qu'on a vu ce collégien de 13 ans. Bon voilà, les parents sont persuadés que leur enfant est d'un problème de trouble de l'attention, un TDAH. Donc l'enfant intègre cette croyance-là, et donc si l'enfant intègre cette croyance-là, et il fait sienne, évidemment, c'est exactement ce qui va se réaliser. Donc là, je vous renvoie à plusieurs vidéos sur ce sujet. Et en plus, vous voyez, vous avez des parents qui vous disent « mon enfant est dyslexique ». Donc vous avez une notion d'identité qui rapporte à la maladie identité. Donc ça, c'est absolument terrible. Et je dirais que l'une des causes racines les plus probables et les plus courantes, c'est celle-ci. Ce sont des parents qui ont décrété, qui ont collé l'étiquette sur leur enfant de TDAH, et puis l'enfant inconsciemment, le pouvoir des croyances, bon, je pense que vous êtes au courant, je sais pas à vous le démontrer, le pouvoir des croyances est extrêmement fort et important. Et donc, tout simplement, ça crée une prophétie autoréalisatrice. Là, je vous renvoie aux travaux de l'effet Rosenthal. Et puis, vous avez aussi l'attention de l'enfant et de l'adolescent est habituellement, donc je mets ce mot à dessein, faible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération avec le tout écran, même des adultes, où l'immédiateté est la norme. Donc évidemment, les écrans captent l'attention des enfants, mais même nous, maintenant, avec la génération Internet, tout doit être rapide. Vous cliquez sur un bouton, vous avez votre solution. Vous voulez une certaine page, vous cliquez sur un bouton et vous avez la page. Donc, vous avez une certaine immédiateté dans la société qui fait que on est peu patient. Donc, si vous voulez, l'attention est peu sollicitée. L'attention, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Et dans les habitudes quotidiennes, enfants ou adultes, c'est pas quelque chose auquel on travaille. D'ailleurs, la société ne nous habitue pas à travailler l'attention. Donc, c'est pour ça que je mets le mot habituellement. Je mets ce mot à dessein. Une agitation nécessaire. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors là, je vous renverrai un article tout à l'heure, mais l'agitation, le mouvement s'avère en fait une nécessité. Et oui, c'est assez surprenant. Pourquoi ? Tout simplement, vous avez le mouvement, le fait de se lever, crée une augmentation du rythme cardiaque et donc ça crée une oxygénation du cerveau. C'est le frontotemporal du cerveau qui est ici, donc qui est le siège de la logique, de la cognition. Eh bien, cette partie du cerveau frontotemporale a besoin d'être oxygénée. En plus vous avez d'oxygène, plus vous avez une tension et plus vous avez des capacités cognitives améliorées. Donc, de façon tout à fait inconsciente, certains enfants ou certaines personnes ont la bouche, non pas parce qu'ils ont un problème, mais tout simplement de façon inconsciente pour augmenter leur capacité de cognitive, parce qu'en fait la situation l'exige. Imaginez par exemple un enfant qui doit apprendre une récitation ou apprendre une leçon, va se lever, va faire des va-et-vient, parce que il va solliciter son attention et de façon tout à fait inconsciente va le faire lever pour avoir une meilleure oxygénation du cerveau. Et donc, c'est une vraie nécessité pour certains enfants, mais pas pour tous les enfants. Donc, vous avez des expériences et des études là-dessus, bien entendu. J'appuie mes déclarations là-dessus. Notamment, l'une des premières expériences qui a été faite a été réalisée à Vanves, je ne sais plus comment ça se prononce, qui est une petite banlieue parisienne dans les années 50, où il a été fait l'expérience avec des enfants qui allaient s'oxygéner dehors. Donc il y avait un cours, hop, le cours était coupé, ils allaient dehors, ils revenaient, et ils ont constaté que les capacités cognitives étaient bien meilleures. Là aussi, il y a une autre étude qui a été menée dans les années 70 à Trois-Rivières au Canada avec des enfants de 6 ans. Et vous pouvez consulter davantage sur ce sujet avec toutes les sources ici dans cet article que j'ai écrit récemment. Et vous avez ici toutes les sources en bas
sur ici, hein, donc là j'ai assez détaillé sur la notion de mouvement, d'oxygénation du cerveau et comment le mouvement permet d'améliorer de façon significative les performances cognitives de chaque personne. La conclusion de cela, déjà, là, donc, ça veut dire que, vous voyez, quand vous avez des enfants qui sont soi-disant déclarés en TDAH ou en trouble de l'attention, faites attention, ne prenez pas pour ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les parents, ni même s'ils se pointent avec des examens de psychologue ou de neuropsychologue. C'est avant tout une affaire médicale. Donc, alors ça ne veut pas dire non plus que l'enfant n'est pas atteint de cette maladie-là, mais restez prudent. Hein, ne vous dites ah voilà l'enfant a TDAH, je ne peux pas l'accompagner. Si vous pouvez l'accompagner, creusez le sujet comme je vous l'ai expliqué. Si vous avez des enfants qui ont la bouche, c'est complètement normal. Hein. Vous savez que c'est une nécessité du cerveau qui a besoin d'être oxygéné, et donc le moyen inconscient pour oxygéner le cerveau, donc pour solliciter la région frontotemporale du cerveau, tout simplement, c'est d'augmenter la tension artérielle par le mouvement. Donc vous pouvez avoir des enfants qui ont besoin à chaque fois qu'ils sont sollicités de se lever et de bouger, de faire des mouvements. Donc très souvent c'est des va-et-vient, tout simplement, mais c'est tout à fait normal. Alors évidemment, c'est pas courant parce que on a l'habitude de voir des enfants assis sur une chaise pendant 2 heures et écouter doctement leur enseignant. Sauf qu'il faut savoir que l'attention humaine ne dépasse pas 18 minutes. Oui, vous avez bien entendu 18 minutes. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de faire des micro-pauses ou de faire des pauses dans l'attention lorsqu'il écoute quelqu'un parler, par exemple. Donc imaginez, vous savez, des enfants dans une salle de classe pendant 2 heures. C'est quasiment impossible. Et moi-même, je l'ai vu quand j'arpentais un petit peu les contrées françaises, notamment dans les écoles où j'intervenais. On mettait les enseignants sur une journée pour m'écouter. Je vous garantis qu'ils avaient du mal à rester sur place. Hein. Donc beaucoup avaient besoin de prendre leur portable, de se lever, etc. etc. Mais voilà, je referme la parenthèse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est un petit peu longue, mais qui est avec un sujet très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée, abonnez-vous à la chaîne, un like si vous avez aimé, et je vous dis à très bientôt. Ciao!